French Peel, DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendrez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Alors François, est-ce le début d'un virage? Mais en tout cas, les mauvaises nouvelles ne cessent de s'accumuler pour la voiture électrique. C'est vrai. Il y a 2 jours, c'est le patron du loueur de voitures Hertz, Stefan Scher, qui quittait ses fonctions à la suite d'un pari massif sur les véhicules électriques qui va coûter des centaines de millions de dollars. Hertz avait commandé 100 000 Tesla et plusieurs dizaines de milliers de Polestar. Vous savez, c'est une filiale du chinois Volvo qui ne fait que des électriques. Avec l'idée qu'il fallait peu à peu convertir les utilisateurs. 2 ans après, marche arrière totale. Hertz revend ses véhicules électriques afin de racheter du thermique. Il interrompt son contrat avec Polestar. Les clients n'en voulaient pas à cause de la crainte de ne pas pouvoir recharger facilement. Et les coûts de réparation explosent. C'est une chose qu'on dit peu, mais c'est beaucoup plus cher de réparer une électrique qu'une thermique, non pas le moteur, mais la carrosserie. Et du coup, le patron saute. Bon, alors c'est incroyable tout ça. C'est un signe qui montre que les conducteurs ne sont pas prêts du tout. Oui. Vous savez, il y a eu un engouement des acheteurs de la part des clients aisés. Pendant 2 ou 3 ans, et ça se tasse à cause des prix élevés. Les derniers chiffres européens sont sans appel. La part de marché de l'électrique dans les ventes de neuf baisse. Et les ventes de diesel sont même repassées devant l'électrique. En plus, les constructeurs accumulent les difficultés. Ah bon, expliquez-nous, qu'est-ce qui leur arrive, François? Regardez Tesla. Oui. Tesla pique du nez. L'action naguère star a perdu 35% depuis le début de l'année parce que sa profitabilité se détériore après les baisses massives de prix qu'elle a opérées. Ford, qui avait lancé une version électrique de son pick-up légendaire, le F-150, qui est en tête des ventes de pick-up depuis un demi-siècle, ou presque, fait lui aussi marche arrière parce que les clients ne sont pas là. Volkswagen accumule les déboires avec sa gamme des ID, les toutes électriques, qui ne se vendent pas, malgré des rabais considérables. Autre signe, Apple, le constructeur informatique, vient d'abandonner son projet de voiture électrique, dans lequel il aurait englouti 1 milliard de dollars. Mais dites-moi, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Écoutez, oui, c'est tout à fait vraisemblable. Vous savez qu'en principe, en Europe, les ventes de véhicules thermiques seront interdites à partir de 2035. Oui. Mais déjà à Bruxelles, au plus haut niveau, on envisage un scénario différent, d'étalement. Scénario qui est d'autant plus vraisemblable que, il est possible que les partis dits populistes l'emportent lors des prochaines élections européennes de juin, et la plupart d'entre eux sont hostiles à l'électrique. Comment les constructeurs pourront-ils investir dans un environnement aussi incertain? La seule solution, c'est le pragmatisme. C'est ce que fait par exemple Stellantis, l'ex-Peugeot Citroën Fiat, prévoir pour chaque modèle soit une motorisation hybride, soit les 2 motorisations sur les plateformes de fabrication électrique et thermique, de façon à suivre la demande des clients, quelle qu'elle soit. Et au stade où on en est, est-ce qu'on peut imaginer raisonnablement abandonner l'électrique? Écoutez, la seule chose qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que ce choix de l'électrique, il a été fait de façon inconséquente, sous le coup de l'émotion provoquée par le scandale du diesel, et qui avait révélé, vous vous souvenez, que de nombreux constructeurs, Volkswagen au premier chef, avaient trompé le consommateur sur la véritable quantité d'émissions polluantes de leurs véhicules. C'était en 2015. Jamais
une décision aussi importante n'a été prise avec aussi peu de réflexion, sous le coup de l'émotion justement, aussi peu de réflexion sur la véritable empreinte carbone des voitures électriques, sur la construction des réseaux de recharge, sur la production d'électricité nécessaire, et sur la féroce concurrence chinoise qui menace aujourd'hui de décimer nos industriels. Merci beaucoup François Langlais. Vos chroniques sont à retrouver sur RTL.fr et sur l'application RTL. Alors François, est-ce le début d'un virage? Mais en tout cas, les mauvaises nouvelles ne cessent de s'accumuler pour la voiture électrique. C'est vrai. Il y a 2 jours, c'est le patron du loueur de voitures Hertz, Stefan Scher, qui quittait ses fonctions à la suite d'un pari massif sur les véhicules électriques qui va coûter des centaines de millions de dollars. Hertz avait commandé 100 000 Tesla et plusieurs dizaines de milliers de Polestar. Vous savez, c'est une filiale du chinois Volvo qui ne fait que des électriques. Avec l'idée qu'il fallait peu à peu convertir les utilisateurs. 2 ans après, marche arrière totale. Hertz revend ses véhicules électriques afin de racheter du thermique. Il interrompt son contrat avec Polestar. Les clients n'en voulaient pas à cause de la crainte de ne pas pouvoir recharger facilement. Et les coûts de réparation explosent. C'est une chose qu'on dit peu, mais c'est beaucoup plus cher de réparer une électrique qu'une thermique, non pas le moteur, mais la carrosserie. Et du coup, le patron saute. Bon, alors c'est incroyable tout ça. C'est un signe qui montre que les conducteurs ne sont pas prêts du tout. Oui. Vous savez, il y a eu un engouement des acheteurs de la part des clients aisés. Pendant 2 ou 3 ans, et ça se tasse à cause des prix élevés. Les derniers chiffres européens sont sans appel. La part de marché de l'électrique dans les ventes de neuf baisse. Et les ventes de diesel sont même repassées devant l'électrique. En plus, les constructeurs accumulent les difficultés. Ah bon, expliquez-nous, qu'est-ce qui leur arrive, François? Regardez Tesla. Oui. Tesla pique du nez. L'action naguère star a perdu 35% depuis le début de l'année parce que sa profitabilité se détériore après les baisses massives de prix qu'elle a opérées. Ford, qui avait lancé une version électrique de son pick-up légendaire, le F-150, qui est en tête des ventes de pick-up depuis un demi-siècle, ou presque, fait lui aussi marche arrière parce que les clients ne sont pas là. Volkswagen accumule les déboires avec sa gamme des ID, les toutes électriques, qui ne se vendent pas, malgré des rabais considérables. Autre signe, Apple, le constructeur informatique, vient d'abandonner son projet de voiture électrique, dans lequel il aurait englouti 1 milliard de dollars. Mais dites-moi, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Écoutez, oui, c'est tout à fait vraisemblable. Vous savez qu'en principe, en Europe, les ventes de véhicules thermiques seront interdites à partir de 2035. Oui. Mais déjà à Bruxelles, au plus haut niveau, on envisage un scénario différent, d'étalement. Scénario qui est d'autant plus vraisemblable que, il est possible que les partis dits populistes l'emportent lors des prochaines élections européennes de juin, et la plupart d'entre eux sont hostiles à l'électrique. Comment les constructeurs pourront-ils investir dans un environnement aussi incertain? La seule solution, c'est le pragmatisme. C'est ce que fait par exemple Stellantis, l'ex-Peugeot Citroën Fiat, prévoir pour chaque modèle soit une motorisation hybride, soit les 2 motorisations sur les plateformes de fabrication électrique et thermique, de façon à suivre la demande des clients, quelle qu'elle soit. Et au stade où on en est, est-ce qu'on peut imaginer raisonnablement abandonner l'électrique? Écoutez, la seule chose qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que ce choix de l'électrique, il a été fait de façon inconséquente, sous le coup de l'émotion provoquée par le scandale du diesel, qui avait révélé, vous vous souvenez, que de nombreux constructeurs, Volkswagen au premier chef, avaient trompé le consommateur sur la véritable quantité d'émissions polluantes de leurs véhicules. C'était en 2015. Jamais une décision aussi importante n'a été prise avec aussi peu de réflexion, sous le coup de l'émotion justement, aussi peu de réflexion sur la véritable empreinte carbone des voitures électriques, sur la construction des réseaux de recharge, sur la production d'électricité nécessaire, et sur la féroce concurrence chinoise qui menace aujourd'hui de décimer nos industriels. Merci beaucoup François Langlais. Vos chroniques sont à retrouver sur RTL.fr et sur l'application RTL.
Exercice 2. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Bonjour. Au milieu des montagnes, tout est calme, ou presque. Devant ce gîte cantalien, les autres s'activent. Mettez vos chaussures là, allez, allez. Ce groupe de 37 amis a choisi le Cantal et le gîte de la Boudio pour passer quelques jours. Et pour prendre un grand bol d'air, c'est l'heure d'une activité qui ne coûte pas un sou, la randonnée. Dernier petit conseil de Jean-François, le gérant du gîte. Tu fais 50 mètres jusqu'au petit bois d'épicéa, ensuite tu pars à gauche, à l'horizontale à peu près, le chemin il va et il vient. Tu vas arriver dans la ligne d'arbre qui est là au-dessus. Au programme, 3 heures de marche. Ici, pas de difficulté, pas de grande ascension. Ce n'est pas ce qui est recherché ce week-end. On a découvert la région par Internet. On s'est dit que ce serait bien de marcher un petit peu dans la nature. Les amis qui viennent ici avec nous, ils viennent d'un peu partout. Ils viennent de Paris, ils viennent de Toulon, ils viennent de Toulouse. Et c'est vraiment un endroit idyllique pour passer un week-end extraordinaire. La campagne recouvre 80% du territoire français. Belges, Britanniques et Espagnols nous envient ce patrimoine naturel. Mais les Français, eux aussi, savent l'apprécier. Quand même l'air, c'est pas l'air de Toulouse. Non, sincèrement, on est bien. C'est-à-dire, on prend notre temps, on a le temps de discuter entre nous, on voit les paysages. Je trouve que c'est quand même fort agréable. Pour apprécier encore plus cette nature, les touristes aiment déguster ces trésors. Dans ce département, l'aliment le plus plébiscité, c'est le fromage. Et ici, on l'a bien compris. Lorsqu'il a créé cette cave d'affinage, Dominique Sarlet l'a aménagée pour les touristes. Sur Salaire, il n'y avait aucun magasin et aucune cave qui montrait l'affinage du fromage Salaire. Donc c'était faire une promo sur le produit et mettre un petit peu en avant les producteurs qui fabriquent ce fromage, qui est quand même assez spécifique à la région. On sent bien que les gens ont besoin de savoir qu'est-ce qu'on doit leur conseiller pour pouvoir l'accompagner, entre autres le fromage, et comment le déguster à sa meilleure façon. Du terroir, de la nature, des pierres volcaniques chargées d'histoire, le tourisme rural, c'est l'authenticité. Idyllique? Certainement. Moins cher? Souvent. On a par rapport à d'autres régions, pour un même type d'hébergement ou un même repas, une satisfaction de la clientèle qui dit effectivement à ce prix-là, on n'aurait pas la même chose ailleurs, ou ça serait plus cher. Donc effectivement, je crois que cher ou pas cher, ou trop cher, je crois que les prix sont abordables et le rapport qualité-prix est souvent mis en avant dans le Cantal par les touristes. Le tourisme reste une manne importante, voire essentielle pour les territoires ruraux français. Dans le Cantal, on estime que les retombées s'élèvent à plus de 400 millions d'euros par an. Cela représente 15% du PIB du département. Et pour les inconditionnels de la baignade de l'été, il y a toujours une solution au détour des chemins.
Au milieu des montagnes, tout est calme, ou presque. Devant ce gîte cantalien, les autres s'activent. Mettez vos chaussures là, allez, allez. Ce groupe de 37 amis a choisi le Cantal et le gîte de la Boudio pour passer quelques jours. Et pour prendre un grand bol d'air, c'est l'heure d'une activité qui ne coûte pas un sou, la randonnée. Dernier petit conseil de Jean-François, le gérant du gîte. Tu fais 50 mètres jusqu'au petit bois d'épicéa, ensuite tu pars à gauche. À l'horizontale à peu près, le chemin il va et il vient. Tu vas arriver dans la ligne d'arbre qui est là au-dessus. Au programme, 3 heures de marche. Ici, pas de difficulté, pas de grande ascension. Ce n'est pas ce qui est recherché ce week-end. On a découvert la région par Internet. On s'est dit que ça serait bien de marcher un petit peu dans la nature. Les amis qui viennent ici avec nous, ils viennent d'un peu partout. Ils viennent de Paris, ils viennent de Toulon, ils viennent de Toulouse. Et c'est vraiment un endroit idyllique pour passer un week-end extraordinaire. La campagne recouvre 80% du territoire français. Belges, britanniques et espagnols nous envient ce patrimoine naturel. Mais les Français, eux aussi, savent l'apprécier. Quand même l'air, c'est pas l'air de Toulouse. Non, sincèrement, on est bien. C'est-à-dire, on prend notre temps, on a le temps de discuter entre nous, on voit le paysage. Je trouve que c'est quand même fort agréable. Pour apprécier encore plus cette nature, les touristes aiment déguster ces trésors. Dans ce département, l'aliment le plus plébiscité, c'est le fromage. Et ici, on l'a bien compris. Lorsqu'il a créé cette cave d'affinage, Dominique Sarlet l'a aménagée pour les touristes. Sur Salaire, il n'y avait aucun magasin et aucune cave qui montrait l'affinage du fromage Salaire. Donc c'était faire une promo sur le produit et mettre un petit peu en avant les producteurs qui fabriquent ce fromage, qui est quand même assez spécifique à la région. On sent bien que les gens ont besoin de savoir qu'est-ce qu'on doit leur conseiller pour pouvoir l'accompagner, entre autres le fromage, et comment le déguster à sa meilleure façon. Du terroir, de la nature, des pierres volcaniques chargées d'histoire, le tourisme rural, c'est l'authenticité. Idyllique? Certainement. Moins cher? Souvent. On a par rapport à d'autres régions, pour un même type d'hébergement ou un même repas, une satisfaction de la clientèle qui dit effectivement à ce prix-là, on n'aurait pas la même chose ailleurs, ou ça serait plus cher. Donc effectivement, je crois que cher ou pas cher, ou trop cher, je crois que les prix sont abordables et le rapport qualité-prix est souvent mis en avant dans le Cantal par les touristes. Le tourisme reste une manne importante, voire essentielle pour les territoires ruraux français. Dans le Cantal, on estime que les retombées s'élèvent à plus de 400 millions d'euros par an. Cela représente 15% du PIB du département. Et pour les inconditionnels de la baignade de l'été, il y a toujours une solution au détour des chemins. Exercice 3. Vous allez écouter une fois 3 documents. Document 1. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Mercredi. Le matériel des élèves jeté au sol. Les ordinateurs détruits à coups de marteau. Dans la nuit de lundi à mardi, cette école primaire de Beauvais a été entièrement vandalisée. Cette mère de famille a sa fille scolarisée dans l'école. Elle ne parvient toujours pas à comprendre un tel acharnement.
Je trouve ça honteux. On ne peut pas s'en prendre à une école comme ça. Je veux dire, c'est du grand n'importe quoi. Dans le quartier, c'est la consternation. Ça me fait mal au cœur parce qu'on se dit que nos enfants, on n'est pas sûr de les envoyer à l'école. C'est abject, c'est ignoble. Je ne sais même pas s'il y a des mots qui pourraient décrire... Les intrus n'ont rien volé. Pour le maire, ils étaient là uniquement pour s'attaquer à l'école. Et ce n'est pas la première fois. Régulièrement, on retrouve des vitres cassées. Mais là, on a franchi un autre seuil. C'est l'école, quoi. C'est les enfants. Donc forcément les toucher. La mairie assure que l'école pourra rouvrir ses portes à la rentrée et indique avoir saisi le ministre de la Justice. Document 2. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Malgré le prévisible, les visiteurs de la rue Crémieux se livrent à une seule activité. On a pris beaucoup de photos. On n'est pas trop difficile. J'ai fait un très beau cliché. J'ai vu sur Instagram que plusieurs influenceurs venaient ici pour prendre des photos. Donc je me suis dit pourquoi pas venir prendre aussi des photos. 36 000 publications sur Instagram, la rue Crémieux est une référence et attire toujours plus de visiteurs. Alors pour rester tranquille, les riverains ont tout essayé, mais sans succès. La raison, ces couleurs acidulées qui flattent les filtres photos. Cette recette très simple, des commerçants s'en sont emparés. Dans ce centre commercial à ciel ouvert, même couleur, même phénomène. Les ballons comme ça, et c'est pourquoi je veux bien faire la vidéo pour montrer les autres qui peuvent venir pour profiter. Ça, c'est très bien. C'est plus ou moins au milieu. Cette fois-ci, c'est du marketing et la stratégie fonctionne. Aujourd'hui, on a plus de touristes, plus de Parisiens qui viennent nous redécouvrir. Et donc, on a plus de 4000 photos qui inondent les réseaux sociaux depuis un mois. Avec 1,3 milliard d'utilisateurs dans le monde et 17 millions en France, le filon du tourisme Instagram n'est pas près de s'épuiser. Document 3. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. C'est devenu pour certains d'entre vous une angoisse. Le contrôle technique d'une voiture n'a jamais coûté aussi cher. 78 € en moyenne, 20% de plus qu'il y a 10 ans. Tout simplement, certaines personnes n'auront plus les moyens de payer cette somme pour faire le contrôle technique. Donc ils vont rouler de plus en plus avec des épaves. On a déjà du mal pour tout et il y a ça qui se rajoute en plus. Et ça va être difficile pour tout le monde, je pense. Une explication, les points de contrôle de plus en plus nombreux. 52 lorsqu'il devient obligatoire en 1992, près de 145 aujourd'hui. C'est donc davantage de risques de passer en contre-visite. Dans les centres de contrôle, on prend plus de temps à examiner les véhicules, mais rien d'étonnant ici. En 30 ans, les voitures ont évolué et avec elles les normes de sécurité. Faut qu'on regarde un peu plus de choses au niveau point de contrôle sur la voiture. Donc au niveau de la trappe à essence, si le joint d'étanchéité il est bien là, les pneus, les disques... Ça nous prend plus de temps ? Ça nous prend plus de temps, ouais. Et donc forcément des factures plus élevées.
L'association 40 millions d'automobilistes veut relativiser. Elle rappelle qu'un contrôle renforcé est fait avant tout pour davantage de sécurité. Le contrôle technique amène du positif, forcément, puisqu'il amène un meilleur contrôle des points de sécurité sur la route. En revanche, il y a un effet négatif, c'est que forcément la facture s'alourdit. Avec plus de points de contrôle, on a forcément des automobilistes qui vont devoir réparer leur voiture en cas de contre-visite au contrôle technique. Aujourd'hui, les principales raisons des contre-visites concernent de mauvais essuie-glaces et des pneus hors d'usage. L'épreuve de compréhension de l'oral est terminée. Passez maintenant à l'épreuve de compréhension des écrits.